triomphe, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et comme tous les lundis soirs, notre duo de choc des vraies voix citoyennes, où la parité est parfaitement respectée. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Stéphane Pellet. La parité à deux, en même temps, c'est assez facile à respecter. Oui, enfin si vous avez 2 hommes ou 2 femmes, il n'y a pas de parité non plus. Quand même. Du talent, il y en a partout. Quelles sont les nouvelles dans le G20 encore dans le G20, non, dans le G500, parce que le G20, là, c'est plutôt les chefs d'État. Ah bon, si vous pouvez avoir une invitation, c'est parfait. Le programme encore des nouveautés, est le programme est alléchant. Chargé et alléchant, effectivement. Le 2024-2025 va demander beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, beaucoup d'associations qui vont se réunir sur tous les territoires de la France pour parler de santé, de justice, de handicap, de culture aussi, comme ce soir d'ailleurs, de jeunesse, de sport, d'écologie, voilà, toutes ces associations qui ont des belles initiatives autour de ce Tour de France avant le grand sommet citoyen à Lille en 2025, juin 2025. Novembre à Lille, la santé. En février, en Ile-de-France, le handicap. En décembre, la justice à Nice. En mars, la culture à Toulon. En avril, la jeunesse à Marseille. Et au mois de mai, en Drôme-Ardèche, dans les petits villages, l'écologie. Ah, parfait, la Drôme-Ardèche, ça donne une odeur de lavande, etc. Là, il faut quand même inviter les auditeurs à s'inscrire le 9 novembre à Lille, à Grand Seine, où il y aura le grand débat santé, où on essaiera d'esquisser une loi de programmation santé avec toutes les associations du territoire. Et le Donc vous êtes les Santé en danger. Vous êtes tous les bienvenus. Chiche qu'on salue. Alors, beaucoup de choses et du très beau, du très lourd ce soir. Vous connaissez Sympholia, c'est une sculpture monumentale exposée à la Cité de la Musique, une œuvre réalisée pendant près de 2 ans in situ avec environ 10 000 enfants dans le cadre d'ateliers dont ceux de l'association Inspired by KM de Kylian Mbappé. Elle est constituée de papier recyclé de toutes sortes, dont des partitions, pour la musique c'est pas mal, et représente un arbre gigantesque accompagné d'une multitude de petits papillons, apparition miraculeuse et magique dans le cadre minéral du bâtiment. L'artiste américaine Rachel Mars, qui parle un français parfait, puisqu'elle est en résidence à la Philharmonie de Paris depuis 2022, est avec nous pour nous raconter cette formidable aventure. Good evening, bonsoir. Bonsoir, good evening. Ravi d'être là. Les vraies voix Sud Radio. Et notre second invité, le jingle est parti un peu tôt. On estime à 2,8% de non-voyants et malvoyants dans le monde, avec un constat qui nous rappelle à nous, pour 9 personnes malvoyantes sur 10, qui jugent que les stades ne sont pas adaptés à leur handicap. Et il y a une nouvelle invention qui est absolument extraordinaire. C'est Arthur Chazelle qui l'a mise au point. C'est une tablette pour permettre aux malvoyants de voir, entre guillemets, avec le toucher et l'audio description, les matchs. Alors c'est prêt pour le football, le rugby, le basket, et ça va être mis au point pour le football américain, ça va vous faire plaisir Rachel, pour le hockey, alors hockey sur glace ou sur gazon, ça on en parlera, et également pour le handball et le tennis, c'est bien ça. Exactement. Bienvenue Arthur Chazelle. Allez, on commence avec notre première belle association. Les vraies voix Sud Radio. Et ça commence avec vous, Stéphane Pellet. Mais tout le monde peut vous interviewer, car je suis sûr que ça passionne ce projet. Bon, alors une petite larme quand même, parce que cette œuvre, on la démonte aujourd'hui. Alors c'est une œuvre monumentale. Je sais que les artistes entre eux n'aiment pas se concurrencer, mais en tous les cas, on a vu quelques artistes en ce moment qui ont cette tendance extraordinaire. On prend des papiers, on prend toutes sortes de constructions qui peuvent paraître légères. Et en fait, avec le léger, on fait, entre guillemets, du lourd, même si ça reste aérien, mais une sculpture magnifique qui monte à l'équivalent, je crois, de 3 ou 4 étages d'un immeuble, exactement. Mais surtout, c'est ça que vous allez nous raconter, Rachel, c'est que c'est une sculpture monumentale, donc, qui a été faite pour les JO, qui était exposée pendant toute la durée des JO à la Philharmonie de Paris, et qui a été faite au total avec 10 000 enfants, dont une partie ont tenu la main de Kylian Mbappé pour faire ça, on va dire un petit peu. Bonsoir Rachel, racontez-nous cette belle aventure en parlant bien devant le micro. Bonsoir, oui, justement, Sympholia, c'est une œuvre collective
qui a invité, sollicité plein d'enfants, de personnes de tout horizon de venir participer. Dans mon atelier, j'ai fait 600 ateliers avec 10 000 enfants. 10 000 enfants. Absolument, oui, c'était très très beau comme expérience. Et en plus de ça, il y a eu le suivi de tous des jeunes de l'association de Kylian Mbappé, Inspired by KM, qui ont suivi le projet de A à Z. Donc c'était vraiment pour faire un parallèle entre d'être un sportif qui va se dévouer à son rêve et de montrer à ces jeunes qu'on peut croire en quelque chose avec des messages très très forts qui pourraient ajouter de la positivité au monde, et on peut y arriver avec cet aspect de communauté. Alors d'abord, quelques mots sur vous. Racontez-nous votre parcours, même si vous êtes toute jeune, mais néanmoins, les artistes, vous avez peut-être commencé toute petite, je ne sais pas. Racontez-nous votre parcours artistique et puis d'où vous venez aussi aux États-Unis. Oui, je viens de l'Oklahoma et j'ai dansé avec l'Oklahoma City Ballet. Donc, j'ai commencé mon parcours en tant que danseuse. Et d'ailleurs, je suis toujours danseuse. Et la danse fait partie toujours de mon travail, puisque je pense que je crée des œuvres monumentales pour que ça puisse être une scène pour des gens de se déambuler, de marcher dans mes rêves, de danser dans mes rêves. Et du coup, il devient acteur dans mon travail et il porte les messages que mon travail a. Alors, donc, allez-y, Stéphane. Non, mais je vais vous départager. Moi, j'ai une question. Allez-y, honneur aux dames. Non, parce que je sens que vous allez vous en. Allons-y, voilà. Madame Gros. Comme on dit aujourd'hui, on va s'en péguer, c'est ça? Non, ce qui m'intéresserait, parce que vous avez une vision bien à vous de la culture et un message à faire passer autour de comment doit être vue la culture et comment on peut transmettre autour de ces valeurs, autour de l'art. Et je trouve ça très intéressant par rapport à ce que vous avez fait. Oui, justement, l'art pourrait être quelque chose qui est pas juste un tableau au mur dans un musée. On n'a pas le droit de toucher. L'art a le pouvoir de changer le monde. Si on offre des expériences et on peut se mettre ensemble et on peut réfléchir à notre place dans la nature, notre place dans notre société, et qu'on crée cet espace où il n'y a pas de barrière de culture. On est dans un atelier où on est dans le temple de la nature, le respect pour la nature et le respect pour l'autre. Et c'est vraiment ça que j'ai essayé de créer avec l'œuvre Sympholia. Non seulement juste avec les ateliers qu'on a fabriqués, où on a fabriqué des papillons en forme de avec des origamis, mais aussi le plus grand arbre du monde, avec des 5 cernes d'arbres qui tournent, qui racontent l'histoire de notre culture, avec tous ces livres et ces partitions de musique dans ce langage universel, et de créer un espace où il n'y a que de la magie, et de voir que tout le monde qui a participé, c'est leur œuvre aussi, c'est leur célébration, c'est leur magie. Comment est né le partenariat avec la Cité de la musique ? Alors, en fait, le projet a commencé parce que j'étais en relation avec l'association de Kylian, donc Inspired by KM, où j'ai fait des ateliers avec des jeunes en anglais sur l'art, et j'ai eu cette idée un peu folle et Kylian m'a beaucoup soutenu, et on a essayé de trouver un lieu. Ça s'est inscrit dans la programmation de l'Olympiade culturelle, et en cherchant un lieu, on est tombé sur la Philharmonie. Et ce qui est vraiment très beau, c'est que dans mon travail très ancien, quand j'ai commencé ma carrière en tant qu'artiste, j'ai fait beaucoup de choses en relation avec la musique, et donc je me retrouve dans ce lieu de musique, et au final, c'est ce qui pourrait nous rejoindre. La musique, c'est une célébration de la vie, où on se comprend, peu importe d'où on vient. Alors, puisqu'on va faire une petite pause, juste, oui. MARKS, c'est comme ça qu'on écrit Marc, c'est que vous pouvez aller voir pendant la pub, sur la vidéo, comment votre œuvre est née et comment elle est magnifique. Ah oui, et puis on voit le montage avec les treuils qui soulèvent, qui posent, etc. C'est passionnant. Les vraies voix citoyennes de Sud Radio, 19h13. On se retrouve tout de suite pour continuer à parler de Sympholia avec Rachel Marx, MARKS, comme vous l'avez dit.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec, comme tous les lundis, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. On a le plaisir d'avoir Rachel Marx, l'artiste qui a conçu le Sympholia à la Cité de la Musique. Et comme disait Nietzsche, sans musique, la vie serait une erreur, n'est-ce pas ? Ah non, j'ai cru que vous alliez parler de Karl Marx, j'étais inquiet. Non, je suis resté sur un autre philosophe allemand, mais c'est Friedrich Nietzsche. C'est pas tout. C'est deux salles, deux ambiances là quand même. Hein. Sans la musique et puis surtout sans les arbres, parce que c'est ça le très très beau message. Les arbres ils passent beaucoup plus de temps sur la planète que nous, d'une manière générale. Il y a des arbres qui ont des milliers d'années et qui ont vu passer tellement de choses sur le plan historique. Et vous, Rachel Marx, vous avez demandé à des enfants, donc au total 10 000 enfants, de travailler avec vous pour construire cette œuvre, Sympholia. Comment vous avez travaillé avec eux et comment vous les avez recrutés, puis que ça donne peut-être des idées à nos professeurs qui auront envie de venir voir votre travail. Oui, bien sûr, c'est pas la première œuvre que je réalise qui invite le public de participer avec moi. Ça fait partie de ma démarche en tant qu'artiste, de toujours travailler avec des publics différents, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des enfants, que des femmes. Vraiment, ça dépend de projet. Mais pour Sympholia, il y avait effectivement tous les ateliers avec les enfants. Ils arrivaient, j'avais 2 heures avec eux et j'expliquais un peu sur la nature, les arbres, comment ils communiquent entre eux, sur les racines, sur la terre. Et du coup, que ça représente un network de communautés en harmonie ensemble. Et puis, je donne toutes des partitions de musique qui sont recyclées pour qu'ils puissent le toucher, le réfléchir à leur place dans la société. Qui a écrit cette partition? Qui a joué cette partition? De quel arbre vient ce papier? Et de voir que eux, ils continuent cette histoire. Et du coup, même dans la matière, il y a eu une histoire qui a été commencée. Et eux, il continue cette chapitre. Il faut dire que vous avez eu le label, excusez-moi Philippe, des JO, puisque c'est une œuvre pendant les JO, Absolument. et qui permettait de croiser culture et sport. Et du coup, toutes ces valeurs que vous expliquiez sur la nature, elles croisaient aussi celles de la fondation de Kylian Mbappé. Vous pouvez nous raconter ça? Oui, l'association de Kylian Mbappé donne des opportunités aux jeunes et suit leur scolarité jusqu'à 20 ans. Et ils offrent des expériences différentes de culture, de sport, de toutes sortes. Et je pense que pour mon projet, on a des valeurs vraiment partagées, puisque le sport, il faut s'entraîner, il faut croire en un rêve. Et dans l'art, c'est exactement pareil. On n'a pas fabriqué cet arbre en un jour. Alors, une question. Quel est le profil des 10 000 jeunes qui ont été choisis? C'était plutôt quel âge? Est-ce que c'était des jeunes des quartiers difficiles? Comme on sait que Kylian Mbappé est plutôt investi dedans, etc. Il y avait des enfants de tous sorts, dès 4 ans jusqu'à même l'âge d'adulte. Donc, vraiment, il y avait tous différents types de publics. Et c'est ça aussi le message qui est fort. De 8 à 18 ans, quelque chose comme ça. 4 de 4 ans. ans. Ah oui, 20 ans. Oui. 20 ans, oui. Et en fait, l'idée, c'était qu'on a plié une feuille en origami, enfin, toutes les partitions, un origami qui représente un papillon et qui représente des papillons monarques qui fait la plus longue migration du monde, qui se retrouve sur les branches des arbres. Allez-y. Qui se retrouvent sur les branches des arbres et ils ne migrent pas ensemble, ils se retrouvent là-bas et c'est ça qui est vraiment très fort dans cette symbole de tous les enfants, tous les jeunes, toutes les personnes qui m'ont participé de tous différents groupes sociaux, d'âges différents qui se rassemblent sur la branche de cet arbre Sympholia. On va écouter un son, Maxime. J'ai toujours dit que je voulais toujours m'impliquer encore plus avec ma fondation, encore plus maintenant dans une année olympique. Ça regroupe pas mal de critères qui me sont chers, donc être là aujourd'hui, c'est un pur plaisir. Vous avez reconnu la voix de Kylian Mbappé. Oui, alors moi j'allais parler de la suite parce que l'œuvre aujourd'hui a été démontée aujourd'hui. Bon, on est très triste, mais je pense qu'elle va une partie de l'œuvre va revivre bientôt. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu où, quand? Oui, le deuxième CERN, parce qu'il y a 5 CERN qui représentent les 5 continents du monde avec une famille d'instruments différentes. Donc l'Asie et les instruments à cuivre va migrer à la Gaîté Lyrique pour le Festival de la Francophonie du 2 au 6 octobre. Et j'ai envie d'ajouter que pour moi, une œuvre ne meurt jamais.
En fait, une œuvre, c'est quelque chose qu'on sort, c'est un rêve, c'est une partie de l'âme de l'artiste qui sort, qui est partagée avec des milliards de personnes qui visitent, qui participent dans la réalisation. Et puis, une fois que l'installation va se terminer, on va enlever juste la matière, mais l'expérience reste. Et donc, l'œuvre redevient matière de rêve, de magie, mais ça vit en nous. Et c'est à travers nos actions pour la nature et pour l'aspect harmonie en communauté qui va refaire vivre cette œuvre. Et en fin de compte, c'est un peu la France des 5 continents qui va être exposée lors des journées de la francophonie. C'est intéressant parce que vous avez le monde, les 5 continents présents, un des continents ira là-bas. Exact. Donc on se permettra de vous appeler pour que vous invitiez plein d'enfants à venir voir, à venir participer, à venir faire l'éducation artistique et culturelle autour de votre œuvre. Justement, il y aura des ateliers qui vont être proposés, donc je serai sur place. Ça va être une surprise. Stéphane Pellet. Vous avez reconnu quand même le parallèle entre les deux, l'œuvre d'art qui ne s'éteint jamais et les arbres dont vous savez qu'on dit qu'ils ne meurent jamais puisqu'ils se réinventent en permanence. Donc je trouve que c'est un très très beau message. D'une manière générale, vous qui avez ce regard, d'américaine quand même sur notre pays, la France, qui ces derniers temps s'est mise en avant avec les JO et tout ça. Comment, et puis quand même dans un monde qu'on considère de plus en plus violent par ailleurs, c'est quoi votre message plutôt d'artiste, si vous en avez un, ou qu'est-ce que vous ressentez très fort en ce moment dans cette période très très difficile? Justement, je pense qu'il faut absolument qu'on crée de la magie et de montrer au monde que si on se met ensemble, en harmonie, qu'il y a de la beauté dans les choses simples, dans la nature de l'humain et dans la nature dans notre planète. Vous êtes américaine, les prochains Jeux Olympiques d'été, c'est à Los Angeles. Absolument. Un Sympholia à Los Angeles, ce sera envisageable ou pas? On sait jamais. Pourquoi pas? C'est confidentiel défense, top secret, comme vous dites en anglais. Vous avez d'autres ambitions dans le monde? Peut-être pas seulement pour les Jeux Olympiques, je sais pas, moi, à Tokyo, à Sydney ou ailleurs. Bien sûr, mais en fait de pouvoir propager mon travail et de travailler avec des communautés différentes et dans des endroits différents, des environnements différents, ça me permet, c'est un échange, ça me permet d'apprendre sur le monde aussi et en retour de donner mes messages d'harmonie entre nous et avec la nature. En tous les cas, dans cette émission, on fait souvent un appel à la générosité publique parce que vous savez, c'est l'émission de tous ceux qui s'engagent, qui font bouger la France. J'imagine que de construire un projet comme le vôtre, c'est un projet qui prend du temps. Il faut aussi de gros moyens. On l'a dit, ce sont des œuvres monumentales, mais néanmoins, comment on fait pour vous joindre? Il y a un site internet, il y a quelque chose, il y a une fondation pour que tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient vous soutenir, ou des entreprises, ou des communes qui voudraient vous commander une œuvre. Oui, bien sûr. Déjà, Rachel Marx, mon site internet, rachel-marx.com, et puis Instagram aussi, qui est très souvent, j'ai des propositions. Très bien, rachel-marx.com. Et puis j'ai un atelier dans le 18e aussi à Montmartre. À Montmartre, parfait. On voudrait vous poser une question. Ah ouais, à Montmartre, vrai artiste, parce que je pense que ça turlupine également notre ami Stéphane Pellet qui aime le foot. Vous avez reçu 10 000 jeunes, il y avait Kylian Mbappé. On manque un peu d'un meneur de jeu, un créateur en équipe de France. Est-ce qu'il a été chercher quelques jeunes qui faisaient le Sympholia pour voir comment ils jouaient au foot ou pas? Pourquoi pas. C'était très sportif finalement de créer cette œuvre. Mais c'était plus vers la hauteur qu'en courant avec un ballon dans les pieds, non? Eh oui. Ça s'appelle du réveil musculaire. Pardon? C'est du réveil musculaire. Quand tu fais des étirements. Ça me rappelle des souvenirs. Oui, anciens. Oui, ça j'imagine. Merci. En tous les cas, une magnifique œuvre qu'on peut regarder sur Internet parce qu'on va voir votre site rachel-marx.com et on verra comment cette œuvre a été construite. Et donc, elle est très très haute, magnifique. Et puis, pour vos futurs projets, dont, il faut le rappeler, le Festival de la francophonie à la Gaîté Lyrique du 2 au 6 octobre. Voilà. C'est bientôt. Et c'est bientôt. Et on se retrouve tout de suite pour le coup de cœur de la semaine. Et ensuite, on parlera d'une tablette extraordinaire, Touch to See, pour les malvoyants qui vont pouvoir aller au stade et suivre qui peuvent déjà aller au stade et suivre les matchs. C'est absolument génial. Restez bien avec nous dans Les Vraies Voix Citoyennes sur Sud Radio.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et retour des vraies voix citoyennes. Après le Symphonia, on va avoir un coup de cœur, comme toutes les semaines. Je crois que c'est vous qui allez nous le présenter. Aurélie Gros, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. C'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui est passé aux vraies voix citoyennes, qui va repasser prochainement. On fera peut-être même une spéciale, puisque leur engagement à Daniel et son mari est exceptionnel, puisqu'ils ont une fondation, la fondation DAPAT, qui organise des levées de fonds, en fin de compte, pour les associations qui ont des actions remarquables au profit des femmes en détresse. Et on est ravis d'avoir Daniel ce soir, qui effectivement est notre coup de cœur, mais au-delà de notre coup de cœur, elle est là aussi pour un appel. Alors pas que un appel téléphonique, un appel aux auditeurs et aux associations. Bonsoir Daniel. Il y a eu l'appel du 18 juin, il y a l'appel du 16 septembre. On vous écoute Daniel. Absolument. Eh bien, le premier appel en fait d'APAT tous les ans organise une remise de prix pour une dizaine d'associations que nous trouvons remarquables. Il faut pour ça qu'elles aient une action innovante dans l'année et qu'elles s'occupent des femmes. Et chaque association que nous allons récompenser touchera 10 000 euros. Et il y en aura une qui sortira du lot et qui aura 15 000 euros. Donc, je crois que ça vaut la peine qu'on le rappelle et qu'on demande à tous ceux qui sont en contact avec une association qui œuvre au profit des femmes en détresse que cet appel à candidature est gratuit, qu'il ne demande pas beaucoup de temps, ça vaut la peine de le remplir, sauf que ça se termine le 31 octobre. D'accord, et là aujourd'hui vous avez beaucoup d'associations qui ont candidaté? L'année dernière on était arrivé à 120, cette année on est voilà. Donc l'année d'avant on était à 80 et celle d'avant encore à 45. Donc on espère pulvériser le score. Donc comment on fait Daniel pour il y a un site internet, une adresse mail, comment on fait? On va sur le site dapat.fr, dapat.fr, et on a un petit post où il y a écrit 4e édition des prix DAPAT, appel à candidature. On clique et on a un formulaire à remplir qui est tout simple et qui nous permettra d'avoir toutes les infos pour pouvoir considérer cette candidature. Super Daniel, magnifique. Donc dapat.fr, toutes les associations qui s'engagent au profit des femmes en détresse peuvent postuler, déposer leur dossier et on aura l'occasion de vous réaccueillir autour du plateau avec ces associations avec grand plaisir, le couple d'enfer. Avec Patrick bien sûr, et pour vous présenter aussi les associations qui ont été retenues et qui sont toutes formidables. Avec grand plaisir. Bravo Daniel. Merci Daniel. Bonne soirée. On vous embrasse tous les deux, on vous reverra avec grand plaisir dans le studio de Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Alors, une seconde association qui s'appelle, alors je vais le faire en anglais, Touch to See, et qui est absolument géniale, Aurélie Gros, surtout pour un passionné de sport comme votre serviteur. Vous avez raison de dire touch to see, puisque moi j'aurais dit touch de see, mais j'ai été briefée juste avant. C'est incroyable, c'est Arthur Chazelle qui est à mes côtés, qui a décidé de rendre le sport accessible à tous grâce à une innovation. Et cette innovation, en fait, je vais pas vous la raconter parce que il faut la voir. C'est assez exceptionnel et on a la chance de l'avoir à côté de nous. Il est jeune, il est engagé. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça vous est venu en fin de compte. Oui. Qu'est-ce que c'est? Comment ça vous est venu? Racontez-nous, parce que au sortir des JO et des Jeux paralympiques, vous êtes dedans et vous avez commencé 2 ans avant. Voilà, effectivement. Donc le projet est très jeune et je tiens déjà à remercier de m'avoir invité ici pour présenter la solution. Et je pense que le projet Touch to See fait également écho aux 2 autres projets qu'on a vus avant. On porte des valeurs communes, à mon avis. Donc, comment est venu le projet? C'est à l'origine d'une vidéo qui se déroulait qui s'est passée à Bogota en Colombie. On est dans un stade et on voit une personne voyante qui décrit le match à son ami non voyant à l'aide du toucher. C'est-à-dire qu'ils sont face à face dans les tribunes et vient lui expliquer en lui prenant ses mains comment se joue le match, les joueurs, etc. Exactement. Et c'est donc en voyant cette vidéo à l'époque, quand j'étais étudiant, que je me suis dit qu'il y avait certainement quelque chose d'intéressant à construire. Alors on va écouter un son. Ça m'a permis vraiment de suivre complètement le match, vraiment comme si je le voyais. C'est la meilleure perception que j'ai eue. J'ai pu me fondre dans l'ambiance et en même temps profiter du spectacle. Vraiment,
C'était incroyable. Alors ça, c'est une personne malvoyante qui s'est servie du touch to see dans un stade. Expliquez-nous comment ça fonctionne pour les personnes aveugles et malvoyantes. Vous pouvez la montrer, hein. Vous pouvez la montrer, hein. On est filmé. On est filmé. C'est magnifique. Alors déjà, merci à Johan, qu'on vient d'entendre à l'instant, qui est une des personnes qui nous a soutenu depuis le début sur le projet. Fabuleux. Et donc, comment ça fonctionne exactement ? C'est qu'on a une tablette tactile qui fait à peu près la taille d'un ordinateur et qu'on vient poser sur ses jambes dans un stade. Et donc, il y a la position du ballon qui va être retransmise par un curseur magnétique qui se déplace donc en temps réel. En parallèle, on a la vibration pour traduire l'intensité du jeu. Donc, quand il y a une passe, un dribble ou un tir. Et enfin, on ajoute de l'audio. Donc, on peut travailler sur plusieurs types d'audio pour vraiment compléter la solution. Et un des éléments... la solution permet vraiment de faire vivre des émotions qui sont uniques aux utilisateurs. On l'a entendu. Il faut savoir que dans le monde sportif, l'accessibilité pour les non-voyants est très très faible. Comment s'est passée la conception ? Parce que c'est quand même très high-tech. Parce que par exemple, il y a une action, une contre-attaque de folie, ça vibre dans tous les sens, c'est ça ? Vous avez un changement d'aile, le ballon, il passe d'un côté du terrain à l'autre. Un truc, par exemple, comme faisait Platini, vous avez connu ça, vous. Un changement de 40 mètres, vous comprenez pas ce qu'il fait du ballon, mais il tombe dans les pieds d'un coéquipier. C'est dingue de mettre ça au point. Effectivement, et c'est une excellente question, d'autant que... J'en ai souvent des excellentes questions. Sur plusieurs sports. C'est un métier. Ouais. Et cette remarque est valable sur le football, et encore d'autant plus sur des sports comme le basket, le handball ou le rugby, qui peuvent se jouer encore plus rapidement, sur lesquels on travaille également. Et donc, comment on l'a fait ? Donc déjà, c'est une tablette tactile qui est fabriquée en France. Ça nécessite des efforts qui sont importants, donc on a réussi à le faire. Et maintenant, comment ça fonctionne exactement ? C'est que nous, on vient utiliser de la donnée sportive qui est automatisée. Donc ici, on a la radio. Oui. Donc la radio, la télévision commandent beaucoup les matchs avec de la donnée sportive, la vitesse de la balle, les déplacements, etc. En fait, toute cette donnée-là, elle est créée par des caméras qui sont présentes dans les stades et qui sont installées de manière permanente. Donc nous, il y a cette donnée-là qui est créée en temps réel. C'est vraiment de la big data. Et nous, on vient l'obtenir en live pour pouvoir automatiser la solution. C'est le plus important. Parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que en France, pour parler que du football, il y a juste 6 stades qui proposent une solution d'audio-description. C'est dingue, ça. Lesquels, on peut le dire pour leur rendre hommage ? Alors bien sûr, oui. alors je vais essayer de faire la liste exhaustive, mais peut-être que je vais me tromper. Alors il me semble qu'il y a Lille, il y a Metz, il y a Lyon, il y a Toulouse et il y a Marseille. Ah oui, donc ça fait que 5. Il en manque un, certainement. Et Metz qui est quand même en Ligue 2 et pas en Ligue 1. Oui, ils étaient en Ligue 1 l'an dernier, vous me direz. C'est effectivement important de comprendre que l'accessibilité dans le domaine sportif est extrêmement rare, puisque nous, on travaille essentiellement dans les stades pour l'instant. Et dans les stades, malheureusement, l'audio-description est très rare. Ah oui. Et même si elle tend à se développer, voilà, ça reste quand même limité. Et à côté de ça, la radio sportive, même si vous travaillez très très bien, vous avez un petit peu de latence. On parle de 10 à 30 secondes de latence. Et en fait, ça fait que c'est pas vraiment exploitable pour ce public-là en stade. Et donc, il y a la nécessité de développer une solution adaptée. Et alors, moi, j'ai entendu dire comme ça, non pas que j'ai testé, mais que votre tablette a été présente pendant les Jeux. Donc, ça s'est passé comment ? Il y a eu combien d'utilisateurs ? Quel a été le résultat ? Parce qu'on attend aussi, nous, la suite des Jeux maintenant. Hein. Oui. Les Jeux, notamment paralympiques. Alors, les Jeux olympiques et paralympiques, alors... Effectivement, il y a une tablette comme celle-ci qui a pu y participer. Maintenant, pour des raisons de droit, on n'a pas le droit de citer notre marque ou quoi que ce soit. Donc, il y a une petite limitation à ce niveau-là. Mais effectivement, donc nous, on a pu travailler cet été. Et c'est déjà une première mondiale de rendre des événements de cette envergure accessibles. Et c'est plus de 400 personnes qui, sur toute la compétition, ont pu bénéficier de la solution. C'est des personnes dans des circonstances un peu complexes, qu'on ne les connaissait pas. C'était vraiment important. Et on a eu des retours qui sont absolument fabuleux. Premièrement, la solution, elle est extrêmement simple à utiliser. Et deuxièmement, les gens se sont vraiment régalés. Ils ont pu suivre le match avec beaucoup de plaisir, d'intensité. Et on parle d'une solution qui est finalement extrêmement simple à comprendre. C'est la position du ballon, de la vibration et de l'audio. Mais en fait, ces quelques éléments, ça leur permet de faire vivre le match d'une manière magnifique. Stéphane Pellet veut réagir. Grand fan de sport en plus. Magnifique projet et de culture aussi. On va pas séparer finalement. Vous savez, ça me rappelle justement ces expériences radio, parce qu'il y a que la radio pour ça. Moi, quand j'ai démarré il y a très longtemps, mais pour m'amuser, je faisais du commentaire radio de Formule 1. Or, quand on commente la Formule 1, il y a le bruit. On est obligé de décrire dans le détail, mais en fait, bien sûr, la personne qui écoute à la radio ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe réellement. C'est assez extraordinaire le
parallèle qu'on peut faire. Est-ce que vous allez aller vers quelque chose qui va être surtout commercialisé ou est-ce qu'il y a d'autres utilisations, par exemple, avec les clubs, notamment les clubs handisport, par exemple? Oui. Alors déjà, comme je l'ai dit, il y a un enjeu sociétal qui est majeur parce qu'aujourd'hui, le monde du football, le rugby, etc., n'est pas accessible au public non-voyant. Et je le répète, mais la raison, c'est que l'audiodescription n'existe pas, existe, mais voilà, de manière relativement limitée finalement, et qu'en parallèle, la radio sportive a trop de latence. Et donc, il y a un enjeu de diffusion dans le monde entier. Toutes les ligues ont besoin d'être accessibles. Et donc, c'est là qu'on intervient. Arthur Chazelle, on va continuer parce que c'est passionnant et c'est une invention absolument géniale. Et juste après nous, ce sera les vraies voix du rugby qui vont prendre la parole. Je pense qu'ils nous écoutent là, parce que ça, c'est quand même. Vous êtes déjà distribué, dans les stades de rugby, outre le foot? Alors on vient tout juste de rentrer dans une phase où on va équiper les stades de manière permanente. Donc c'est tout nouveau. On a fait beaucoup de tests en top 14 et ça va arriver très prochainement. C'est génial. Et parce qu'on est la radio du rugby en plus. Allez, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et on continue avec cette idée géniale Touch to See pour permettre aux malvoyants et aux aveugles de suivre les matchs dans les stades. On a avec nous Arthur Chazelle qui l'a inventé, c'est fabriqué en France en plus. Alors on va faire une démonstration là Arthur parce que c'est absolument génial. Là c'est en version foot. Exactement, c'est en version foot. On voit qu'il y a un plateau qui est en bleu ici. Celui-ci est interchangeable pour adapter pour le foot, rugby, tennis, exactement, etc. Alors il faut savoir que le plateau il est en bleu et il a du relief pour représenter les lignes du terrain ainsi que du contraste pour les personnes qui sont malvoyantes. Et donc, comment ça vient vraiment fonctionner concrètement? La personne, elle pose l'appareil sur ses genoux dans le stade et la personne va mettre sa main sur le curseur magnétique qui représente la position du ballon vraiment en temps réel. Donc, on parle de 150 millisecondes de latence. Et après, 150 millisecondes. Donc, c'est vraiment rien. C'est quasiment imperceptible. Et à côté de ça, donc, on a de la vibration et de l'audio pour compléter ces informations de match. Ah, c'est absolument génial. Absolument. Alors, ça marche pour toutes les personnes aveugles ou les personnes malvoyantes, pardon? Oui, alors nous, on s'intéresse vraiment à un public qui vient avec des cannes, qui sont vraiment d'un handicap qui est important. On parle dans un stade, ça concerne en général entre 10, 15, 20, 25 personnes qui sont concernées par cet handicap-là. Et notre métier est compliqué parce que le sport a été accessible très rarement ou alors de manière relatif jusqu'à présent. Et donc nous, on doit aussi relancer une population qui n'a jamais vraiment été invitée dans ces événements-là. Et donc on travaille beaucoup avec les associations locales, etc. Et les gens sont absolument ravis de pouvoir utiliser la solution. Et vous pensez que la suite des JO paralympiques, il y a eu plein d'annonces, notamment sur l'accessibilité du métro, par exemple. Il y a peut-être un beau message à faire passer pour notre futur gouvernement au complet. On en aura un, mais voilà, pour accélérer les choses, pour l'inclusion notamment dans le sport. On a les Jeux paralympiques, on a fait passer des messages. Vous, quel message vous avez envie de faire passer? Absolument, mais c'est qu'on parle à un public qui, c'est des personnes comme les autres. Elles présentent un handicap, mais pouvoir suivre un événement sportif, ça représente beaucoup plus que simplement une passion. Bien sûr. C'est souvent très culturel, une liaison avec avec une communauté. Et alors, pour être très concret, deux questions et une ensuite à Rachel, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on fait? On est invité dans un club pour voir un match, on se fait remettre une tablette, c'est le club qui la possède, c'est ça? Alors, comment ça se passe très concrètement? Et combien ça coûte? Ça coûte? Très concrètement, comment ça se passe? Déjà, le projet s'appelle bien Touch to See, donc Touch to See en anglais. Déjà, on peut nous contacter et on fait beaucoup de tournées dans quasiment tous les stades en France. D'accord. Et on peut inviter les gens s'ils nous contactent par la suite pour venir à ces événements-là. Maintenant, on vient de rentrer dans une phase active depuis janvier. Donc c'est très récent. Et là, on va équiper les premiers clubs de manière permanente. Et concrètement, comment ça fonctionnera à terme? Chaque club disposera de ses propres tablettes. C'est ça. Et au début du match, ils viendront les allumer. Et comme c'est automatique, ça se connectera à la donnée, etc. Et les gens pourront bénéficier. Et c'est gratuit. Et vous allez voir la question à Rachel Marx, l'artiste cette fois-ci. Vous, votre œuvre, il y avait un dispositif ingénieux pour qu'on se l'approprie en étant éventuellement aveugle, amblyope ou... Alors non, mais c'était une œuvre on pourrait voir, mais on pourrait aussi écouter. C'était une expérience sonore, donc le son qui devient matériel et puis le visuel qui devient sonore aussi.
Donc c'était comme si on se déambulait dans une vraie forêt, oui. Mais avec des instruments de musique. Mais je trouve que c'est un beau message, un bel enjeu, que tout soit de plus en plus accessible. Oui. Et parce que je rappelle, 1,7 million de personnes sont atteintes d'un trouble de vision en France. 1,7 million, c'est énorme. 1,7 million qui n'ont pas accès aux matchs sportifs, presque pas accès, voire très peu, en tout cas ceux qui ont le droit à l'audio-description ou la personne accompagnante qui commente. Mais là, ils vivent le match à travers. C'est presque 3% de la population, hein. 1,7 million. Oui. C'est pas rien. C'est ça, oui, aveugle ou amblyopes, comme on dit. Alors, question, le foot, c'est un sport où on voit le ballon tout le temps. Le rugby, c'est un sport où on ne voit pas le ballon tout le temps, dans les mêlées, dans les rugs, dans les regroupements, dans les groupés pénétrants. Comment est-ce que ça se passe pour le rugby? Parce qu'on ne sait pas toujours où est le ballon, qu'on soit dans le stade ou sur le terrain. Et même parfois, les trois quarts, quand c'est les avants qui ont le ballon, ne savent pas où il est. Attention, question sur Sud Radio, la radio du rugby. Ok, bon, alors je vais essayer de bien y répondre. Alors déjà, je rappelle que la solution, elle est vraiment connectée à de la donnée sportive. On a fait un travail qui est important, donc elle est automatisée. La raison, c'est que le nombre de stades accessibles aux non-voyants est très faible, comme je l'ai dit. Donc il y a un enjeu de diffusion qui est majeur. Et c'est grâce à cette automatisation qu'on va y parvenir. Et donc, dans le football, qui est un sport qui est relativement visible, relativement simple à voir. Ah oui. Les joueurs sont écartés, la balle, on la voit bien. C'est vraiment des caméras qui filment le match. Et grâce à de la computer vision, c'est pas notre métier, mais des gens le font. Ils arrivent à recréer, du coup, les coordonnées des joueurs, du ballon, etc. Et c'est ce qu'on utilise pour faire fonctionner la solution. Maintenant, dans le rugby, c'est bien plus compliqué. Ah oui. Puisqu'on a souvent, sans méchanceté, des agglomérats de joueurs. Hein, c'est très dense. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein, et alors là, il y a davantage recours à des technologies de radio, enfin les ballons sont connectés avec une puce à l'intérieur et avec la triangulation radio, ils arrivent à redonner ces coordonnées. Voilà, donc il existe plusieurs technologies. Maintenant, nous, notre travail, c'est de recevoir une donnée qui est déjà créée et ensuite de savoir l'exploiter. Ah bah tiens, là on a un ancien grand rugbyman et notamment qui fait les vraies voix du rugby sur Sud Radio, François Trio. Cette invention, c'est génial, c'est pour permettre aux malvoyants de voir les matchs de rugby en sentir, au toucher et en audio-description dans les stades. C'est pas une idée géniale, ça marche pour le foot, pour le rugby et pour le basket pour le moment. Mais ça c'est nouveau. Enfin, je veux dire, c'est nouveau. non, mais parce que je sais qu'il y a quand même toute une assistance audio pour les dans les stades. Le ballon est là. Ça suit le ballon en permanence. Et pour le rugby, là, ça marche bien avec les clubs de top 14 ? Oui, alors on a fait beaucoup de matchs. Bon, pour préciser, on a commencé environ depuis janvier cette année, donc une phase active. Donc effectivement, on est récent. Et pour le rugby, ça marche très bien. C'est un sport qui est aussi également très visuel. Donc la solution a beaucoup d'intérêt. Et voilà, les gens ça devrait très intéressés. Et c'est fabriqué en France, faut le rappeler. Il y a des projets à l'export parce que le rugby et le foot, ça se regarde en Angleterre, en Espagne, en Argentine, au Brésil, dans le monde entier. Et si on en revient au problème sociétal auquel on répond, la situation de manque d'accessibilité dans le sport est valable du coup en France, mais aussi dans le monde entier, malheureusement entre guillemets. Hein. Et donc effectivement, on a la volonté à terme de travailler avec des pays étrangers. Alors comment est-ce que... Oui, en attendant, si des personnes veulent tester, veulent être invitées sur des matchs, ils peuvent vous contacter comment ? Parce que c'est votre proposition du jour. Absolument, donc ils peuvent aller sur le site qui est touch2see.fr. TOUCH, le chiffre 2, CSEE. Exactement, donc ils trouveront un numéro de téléphone, une adresse mail, tout ce qu'il faut. Ils peuvent nous contacter et nous on les recontactera en retour pour les inviter à aller au match auquel on va se déployer. Génial. C'est absolument génial. Et vraiment une très belle invention. Et pour les fans de sport, c'est absolument génial parce que intégrer les malvoyants dans les tribunes des stades, c'est vraiment une très très bonne idée. Vraiment, bravo Arthur Chazelle et merci beaucoup Rachel Marx. Merci. Merci beaucoup Stéphane Pellet, merci beaucoup Aurélie Gros. Merci, on se retrouve Philippe lundi prochain pour les vraies voix citoyennes. Oui, bien sûr. Et là maintenant, ça va être les vraies voix du rugby. 2 salles, 2 ambiances. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end, notamment un choc entre les 4 derniers champions d'Europe. Ah oui, ça on va en parler bien sûr, mais il s'est surtout passé un truc qui était la parade des champions olympiques. Et ce soir, on aura un champion olympique avec nous, c'est Stéphane Parel qui sera avec nous, l'un des cadres de l'équipe A7 et qui va donc faire toute l'heure avec nous, avec Yoann Huget, Philippe Spanghero. Et donc on va bien sûr parler de l'actualité top 14, mais on va revenir quand même sur cette épopée du Seven, des setistes comme on les appelle. Génial. Parce que c'est eux qui avaient ouvert les Jeux triomphalement avec une super médaille d'or. Absolument, on avait vibré d'ailleurs devant notre écran de télé ou dans le stade en les voyant. On retrouve tout de suite François Trio et l'équipe du rugby de Sud Radio. Nous on se retrouve demain 17h pour les vraies voix avec Cécile de Minibus. En attendant, Sud Radio à votre service.